Au sommaire de cette édition d'information, l'importance de la pêche et l'aquaculture, l'agriculture dans le plan de relance économique de notre pays. Dans ce journal également, nous irons à la découverte d'une étudiante gabonaise qui vient de trouver une nouvelle manière de consommer le tubercule de manioc en le transformant en chips. Et puis, première édition du tournoi de foot Nkié 2019 à OIM, score final 1-0 à la faveur du FC Toulon. Voilà, messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Gabon Première pour vous informer. Actualité hors de nos frontières en ouverture de ce journal, le ministre des Affaires étrangères, Alain-Claude Bilibizé, président du comité de pilotage de réforme institutionnelle de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, vient d'entamer une tournée dans les zones des États membres. Cette tournée s'inscrit dans le cadre de la restitution des travaux relatifs à la réforme de cette institution communautaire adoptée au mois de juillet dernier par les ministres en charge de l'intégration et de la coopération. Le point avec Eric Hervé Mouelé-Mouelé. Première étape de cette tournée, Luanda. Le ministre des Affaires étrangères Alain-Claude Bilibizé est reçu par le président de la République d'Angola, João Lourenço, à qui il a remis le rapport des assises sur la réforme de la CEAC, suivi d'un entretien sur la coopération bilatérale. Dans la foulée, direction Yaoundé, chez le président Paul Biya du Cameroun, puis Mongomo, où il est aussi attendu par Théodoro Obiang Bazogo, président de la République de Guinée équatoriale, pour les mêmes raisons et avec le même enthousiasme. Les experts ont travaillé, les ministres ont validé les textes. Il faut maintenant les soumettre au chef d'État afin qu'un prochain sommet soit convoqué et que le chef d'État puisse nous donner l'impulsion qu'il faut pour la mise en place de la nouvelle CEAC. Les réformes tiennent d'abord des grandes missions de la CEAC, faire en sorte qu'il y ait dans notre région un climat global de paix, de sécurité, de stabilité, encourager l'intégration par le biais notamment de l'interconnexion au niveau des infrastructures, mais aussi assurer de nouvelles missions à travers les questions de développement durable, sans oublier les problématiques liées aux jeunes et aux femmes en tout cas, faire en sorte que d'un côté il y ait l'alignement sur l'agenda 2063 de l'Union africaine, mais aussi sur le plan stratégique arrêté par la CEAC. Prochaine étape, le Rwanda, le Tchad et le Burundi. Retour au Gabon avec le ministre de l'Équipement, des Infrastructures et des Travaux publics qui va en guerre contre les constructions anarchiques, l'occupation du domaine routier et du patrimoine de l'État. Pour le démarrage de cette opération, Arnaud Calix Nganji Alandji était ce matin au quartier Awenje de Libreville. Compte rendu Octavie Yolandemve et Marlise Mengue. Le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, accompagné de ses collaborateurs et des représentants des forces de l'ordre sur le terrain. Ce terrain avait été attribué il y a 3 ans à peu près pour la construction d'une station-service. 3 ans plus tard, il n'y a pas de station-service en construction. Donc ce que nous disons, c'est que nous avons passé des communiqués dans l'Union pour dire aux gens que le domaine de patrimoine routier doit être protégé. Personne ne semble réagir. Nous avons saisi officiellement le propriétaire du terrain pour lui demander de se rapprocher de nos services. Au bout de 2 mois, nous avons envoyé quelqu'un ici toutes les semaines pour leur demander de se rapprocher du ministère. On ne peut pas nous demander de faire plus. Donc lorsque, au bout de 2 mois, personne n'obtempère et on apprend par d'autres canaux qu'ils essayent, en utilisant d'autres administrations, de se faire attribuer un terrain qui n'est pas le leur, et ça commence à poser problème. Malgré les explications du patron des infrastructures, Arnaud Calix Nganji Alandji, cette décision ne trouve pas l'assentiment de tous. Si nous enlevons le camion ici, est-ce qu'il y a des mesures qui ont déjà été prises ou prévues et trouver un autre site pour que nous puissions parquer nos camions à nouveau, parce que si nous les enlevons ici, où est-ce que nous allons les emmener? Qu'il nous propose une solution où s'il y a des coins viabilisés hors de la ville qu'on va reconnaître que oui, ça c'est la gare routière des camions et tout, on paye ou on s'acquitte de nos tickets pour garer. Selon la constitution gabonaise, le patrimoine de l'État ne peut faire l'objet d'une occupation légale que sur autorisation expresse édité par les textes en vigueur dans ce domaine. Affaire à suivre. Par ailleurs, le ministre
Par ailleurs, séance de travail hier entre le ministre de la Santé, Max Likoumou, et les partenaires sociaux. Les échanges entre les deux parties ont porté sur le préavis de grève déposé sur la table de travail du patron de ce département ministériel depuis le 3 du mois en cours. Le point avec Césarine Andem et Hervé Ziguet. Soucieux de préserver un climat social apaisé dans le département dont il a la charge, le ministre de la Santé a eu une séance de travail avec les partenaires sociaux. Un dialogue initié par le membre du gouvernement suite au préavis de grève déposé par la coalition des syndicats du dit ministère. Ici, les échanges entre le patron de la santé, le docteur Max Limoukou, et les professionnels de la santé ont porté, entre autres, sur l'ouverture des écoles de santé de Mouila, Makokou et la régularisation des situations administratives et financières des agents. Nous sortons satisfaits et nous devons nous retrouver la semaine prochaine dans les commissions pour discuter ensemble avec le ministère et nous, les partenaires, pour voir comment satisfaire tous les besoins que nous avons eu à discuter avec le ministre. Le ministère de la Santé est un secteur névralgique et que naturellement les questions d'instabilité ou de crise ne seraient pas propices ni favorables à une quelconque ni à une partie. C'est à ce titre que nous croyons que, sans pourtant donner des préjugés, le gouvernement saura lancer réellement cet ascenseur à ce que la PIP soit régularisée. Et puisque nous n'étions pas inclus dans le gel des concours et recrutements, notre département ministériel reste toujours dans le processus de recruter parce que nos ressources humaines sont pour les soins. Alors, nous nous retrouverons dès la semaine prochaine par rapport à la commission qui a été mise en place pour examiner ces questions. Une discussion qui a permis au ministre d'être édifié sur les fléaux qui paralysent le bon fonctionnement du ministère de la Santé publique au Gabon. Et puis, ce communiqué pour la suite, le Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Kogué-Bekale, présidera une réunion du Conseil interministériel le mardi 10 septembre 2019 à 10 h dans la salle du Conseil interministériel assis au boulevard de l'Indépendance. Les membres du gouvernement présents sur le territoire national sont priés d'y prendre part. Également dans ce journal, on parle de l'agriculture qui est un secteur important dans le plan de relance de notre économie. La pêche et l'aquaculture sont donc deux pans qui favoriseraient le développement en réduisant la dépendance alimentaire. Stevie Oyan-Mesui et Michel John Boudégan nous en parlent. Le secteur pêche et aquaculture joue un rôle vital dans l'économie mondiale, nationale et rurale. Le projet sur le développement de l'aquaculture commerciale intensive en zone périurbaine permettrait donc à ce secteur de véritablement contribuer à la croissance économique encore modeste dans notre pays. Le projet vise cet objectif, cette finalité, d'essayer de développer des systèmes de production rentables, commercialement rentables, qui vont permettre à la fois d'accroître significativement la production nationale, l'offre en produits halieutiques, et répondre bien sûr aux objectifs du gouvernement fixés en termes de diversification de l'économie et de contribution à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La création des emplois ayant pour cible principalement les jeunes est aussi envisagée. On va chercher à trouver un modèle de production qui soit économiquement rentable, mais qui ne nécessite pas non plus un niveau d'investissement très élevé et qui pourrait être facilement approprié par des jeunes diplômés et qui pourraient mettre en œuvre, je dirais, quasiment à domicile, sans avoir à avoir accès à du foncier, etc. et en étant directement en prise avec le marché qui est très fortement demandeur sur Libreville notamment. Selon un rapport de la FAO, les pêches et aquaculture apportent une importante contribution à la sécurité alimentaire et à la nutrition. Les 800 km de côte dont dispose le Gabon devraient constituer un principal atout pour ce secteur en plein essor. Il faut dire que le gouvernement de la République vient de signer avec la FAO un projet sur le développement de l'aquaculture commerciale intensive en zone périurbaine. Pour en savoir davantage, Stevie Oyan-Mesui et Michel John Boudégan se sont rapprochés d'un expert de la FAO. Il s'agit de Lionel Kinadjian. Il est chargé des pêches et de l'aquaculture. On est sur un niveau de production au Gabon de 45 tonnes par an,
ce qui est très très faible par rapport à la production de la pêche maritime ou continentale, dont les niveaux de capture se situent respectivement aux alentours de 20 000 et 10 000 tonnes par an. Dans le même temps, le pays est un très grand consommateur de poissons, puisque avec à peu près environ 35 kg par an et par habitant, le Gabon se positionne comme le deuxième pays sur le continent, en Afrique, derrière les Seychelles, en termes de consommation par habitant. Donc il y a une très très forte demande, et aujourd'hui cette demande elle est largement pourvue par les importations, qui se situent, on va dire, aux alentours de 26 000 tonnes par an. Donc il y a un fort enjeu pour développer l'offre de production nationale en produits halieutiques, et l'aquaculture peut bien sûr y contribuer. Le Gabon, il a d'énormes avantages d'atouts naturels pour promouvoir l'aquaculture. Il y a un climat favorable, il y a de l'eau, il y a des espèces qu'on trouve localement qui sont domestiquées en élevage, comme le tilapia, le silure. Mais il y a aussi des contraintes qu'il faut surmonter. Et parmi ces contraintes, j'ai mentionné la contrainte économique, il y a également la contrainte du foncier. Les systèmes de production traditionnels avec des étangs nécessitent d'avoir recours à du foncier. Or, vous le savez, le foncier c'est compliqué, et en zone urbaine c'est encore plus compliqué. Donc l'idée c'est d'essayer de tester des modèles de production intensifs qui ne nécessitent pas d'avoir recours à beaucoup de foncier, parce qu'on est sur des systèmes un peu offshore, d'élevage hors sol, disons-nous, et on va essayer de tester des systèmes de production tels que l'élevage en cage, ou de l'élevage en bac, ou également des systèmes aquaponie, qui sont des systèmes qui mixent à la fois la production en poisson et la production maraîchère. Autre volet de l'actualité, il vous est peut-être arrivé d'en consommer ou de vous en procurer pour vos enfants. Rafraîchissement, mais aussi classé dans le cadre d'un dessert idéal. La crème glacée, encore appelée glace, puisqu'il s'agit d'elle, est source d'énergie au-delà des multiples saveurs bien connues. Nos artisans glaciers adaptent la recette à l'exemple de Jérémy, un Gabonais qui se distingue en la matière. Nos reporters Kenny Konga Boussamba et Gérard Magnagna l'ont rencontré pour nous. Au cornet, au pot, en sachet, la glace. Cette crème sucrée et aromatisée, congelée à sa convenance, est consommée selon qu'elle nous sied. À la maison, à la pâtisserie ou au coin de la rue, l'endroit importe peu. Divers contenants, diverses saveurs, les ingrédients sont parfois à portée de main. Aujourd'hui, avec Jérémy, nous réalisons la glace à la mangue et au moringa. Le mélange fait, la préparation terminée. Une fois mise en pot, la quantité et le poids déterminés, direction la chambre froide du réfrigérateur. Alors, c'est pour la congélation, on va poser. Très bien. Et là, il va falloir patienter combien de temps? Environ. Pour avoir la réponse à cette question et connaître les constituants, il va falloir suivre le document en intégralité dans nos programmes de la soirée. Voilà, dans le reste de l'actualité, une étudiante vient de trouver une nouvelle manière de consommer le tubercule de manioc en le transformant en chips. Alors, comment est-ce que cette dernière arrive-t-elle à concilier cette activité génératrice de revenus et ses études? Voyons tout cela dans ce reportage que nous propose Mirande Angué de notre rédaction. Du haut de ses 20 ans, Mariama Maguiraga s'est lancée il y a quelque temps dans la transformation du tubercule de manioc. Depuis exactement octobre 2018, suite à la soutenance du projet de fin de cycle qui était intitulé la création d'une unité de transformation de tubercule de manioc.
consommer le tubercule de manioc. Elle en a fait elle-même l'expérience. Dans l'optique en fait de notre projet, on était à la recherche d'un produit qui devait faire la différence sur le marché. L'objectif n'était pas de venir s'entasser avec des produits qui existaient, mais de venir avec un produit qui devait créer la surprise, donc sur les papilles gustatives des clients, créer l'étonnement aussi, parce que tout le monde, en général, lorsque les clients achètent les chips de tubercule de manioc, ah c'est du manioc, ah c'est du tubercule, ils sont un peu étonnés, et même ceux qui sont parfois réticents au tubercule de manioc finissent par apprécier cette dérivée nouvelle que nous avons trouvée. Cette activité génératrice de revenus permet à cette étudiante de se prendre en charge même durant l'année scolaire. Il faut aimer son travail et donc être organisé. À côté des études, il faut savoir que je suis étudiante à temps plein, donc de 8h à 18h, parfois au-delà, je suis en cours et je rentre aux alentours de 20h, parfois 19h, et je dois m'organiser en fait pour continuer à produire sans cesse, parce que pour la petite anecdote, je vends également à l'école. Donc quand je rentre à la maison, il faut que je produise pour les clients extérieurs et pour les clients de l'entourage direct qui est donc l'école. Fort heureusement, il y a ma maman qui est là, nous travaillons ensemble, donc quand je ne suis pas là, elle assure la production et la distribution. Le rêve de Mariama aujourd'hui serait de voir prospérer cette entreprise et de faire connaître Tuberchips à travers l'Afrique et pourquoi pas à travers le monde. Dans le volet éducation et à l'orée de la rentrée scolaire, de nombreux parents s'activent pour l'achat des fournitures scolaires de leur progéniture. À côté des fournitures scolaires, il y a aussi l'achat des tenues. Ce soir, notre rédaction revient sur l'importance du port de l'uniforme. Le reportage est de Cabrel Guilan Lemami et Christ Rodolphe Lembunda. Au Gabon, le port de la tenue scolaire est obligatoire dans les lycées et collèges publics de l'État. Mais bon nombre de personnes semblent encore ignorer son importance au regard, par exemple, de la manière dont elle est portée et conservée par certains élèves. Ils doivent entretenir la tenue, ça reflète leur image. Aujourd'hui, les jupes sont presque à un certain niveau, très avant des genoux. Et ça dénigre vraiment la jeune élève. Moi d'abord, je reviens d'un lycée catholique et chez nous, on interdit ça, couper les jupes et autres. Les fantaisies, on n'aime pas ça. Pourtant, l'uniforme scolaire est un outil au service du projet éducatif de l'école. Il amène l'apprenant à prendre conscience de la spécificité du temps de travail qui est différent de celui des loisirs et fait une distinction entre l'espace de l'école et celui de la vie privée. L'une des spécificités de l'uniforme est de combattre le règne de l'apparence et d'instaurer une égalité entre les élèves qui, par le fait de le porter, développent un sentiment d'appartenance à leur établissement. Ils consolident par ailleurs leur sens de collectivité et engendrent même chez eux la fierté d'appartenir à un lycée ou à un collège. La tenue scolaire chez les élèves permet d'identifier les élèves qui sont scolarisés et leur permettre de s'identifier par rapport à leur établissement. Pour moi, je dirais que l'importance de la tenue scolaire, c'est de distinguer les élèves de certaines personnes. Outre ces aspects, la tenue scolaire permet d'éviter le harcèlement sexuel entre les élèves et les enseignants. Les jeunes filles sont principalement les premières victimes de ce phénomène qui prend de l'ampleur dans la majeure partie des établissements du pays. La communauté internationale a célébré ce 7 septembre 2019 la journée mondiale de la barbe. Dans la capitale gabonaise, nos équipes de reportage ont sillonné quelques artères de Libreville pour découvrir les désirs des hommes dans ce domaine. Le compte rendu de Sheila Mebalé et Guy Franklin Mangenga. D'origine anglo-saxonne, la journée mondiale de la barbe est fixée au premier samedi du mois de septembre. Sa célébration remonte aux vikings danois barbus dont le jour de la fête remonterait aux alentours de l'an 800 après Jésus-Christ. La barbe est le produit du taux de testostérone que produit naturellement le corps masculin pour séparer le genre et apparaît généralement à la puberté. Certains sociologues expliquent même que les coupes des barbes renvoient différents messages. De manière générale, je crois que pour l'homme, c'est un truc de virilité. Pour moi, plus spécifiquement, c'est plus, on va dire, changer un peu de style. J'ai souvent l'habitude un peu de me raser la barbe. La barbe, c'est quelque chose de naturel, ouais, chez les hommes. Ça ne symbolise pas grand-chose, sauf que c'est question de style, en fait. Voilà, c'est question de style. J'aime bien, c'est mon look, j'aime bien, voilà. C'est un signe de sagesse et de maturité aussi. Aller chez un barbier permet d'avoir un style de barbe adapté. Comme la coupe de cheveux, la barbichette doit s'adapter à la forme du visage. C'est un style que j'ai choisi et ça fait ma personnalité, quoi, en fait. Me voir sans cette barbe-là, je pense pas que ce serait moi, quoi.
l'entretenir tous les jours, aller chez un coiffeur et puis bon, je pense que c'est la moindre des choses. C'est un look personnel. Le savez-vous, messieurs? Pour éviter l'effet négligé, votre barbe doit être entretenue. Voilà, la Fédération Redoué, PDG du 2e siège du 1er arrondissement de la commune de Libreville, en phase avec la journée citoyenne initiée par les plus hautes autorités. Pour ce premier samedi du mois de septembre, ces actions sociales ont été initiées à la faveur d'une famille sinistrée au quartier Plénoriti de Libreville. Messagérien Ngo Obam, Gérard Miyindou, reportage. Une réhabilitation des appartements d'Yvonne Koué, sinistrés depuis le 23 août dernier, qui trouve ici un écho favorable de la part des autorités politiques du Parti démocratique gabonais du 2e siège, du 1er arrondissement de la commune de Libreville, notamment la Fédération Redoué, ponctuée d'une opération de dératisation à l'eau. Désolé, nous ne pouvons poursuivre cet élément à cause du mauvais son. Par ailleurs, la Fédération Mabedi 8, dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville, vient de procéder à l'opération Retroussons les manches sur le tronçon PK5, PK6, ce dans le cadre de la journée instituée par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Annie Konkassa et Bertin Osaga, le point. Rendre leur environnement sain en ce premier samedi du mois, c'est l'objectif de cette rencontre initiée par les responsables de la Fédération Mabadi 8 dans le 3e arrondissement de Libreville. L'occasion pour nous est permise de sensibiliser nos concitoyens sur l'intérêt de rendre leur environnement propre, parce que la santé a un impact sur l'environnement. Aujourd'hui, beaucoup de causes de maladies, c'est tout simplement à cause de l'insalubrité qui se trouve autour de nos maisons. Soutenu par Serge William Akasaga, secrétaire général adjoint 3 du Parti démocratique gabonais, les militantes et militants de cette circonscription n'ont pas lésiné sur les moyens pour aller en guerre contre l'insalubrité. Je tiens en cela en disant vraiment remercier le chef de l'État pour la personne choisie dans notre arrondissement, à savoir le camarade Serge William Sakasaga, qui n'aménage aucun effort pour accompagner la jeunesse des PK dans toutes leurs activités. Un geste salué par les habitants du PK5, PK6. Quelle que soit l'activité de jeunes garçons ou de jeunes filles qui fait pour donner notre pays un peu de développé. En temps, je vois les enfants qui sont en train de nettoyer le caniveau, tout. On se prépare pour la saison de la pluie. Cette action intervient dans le cadre de la journée citoyenne instituée par les plus hautes autorités du pays. Cap à présent sur l'Angola, où le fils de l'ancien président José Eduardo dos Santos sera jugé à partir du 25 septembre prochain dans une affaire de corruption. Le récit est de Blandine Nyambo Indassi de notre rédaction. Il s'agira du tout premier procès visant un membre de la famille de l'ex-maître absolu du pays. Ancien patron du fonds d'investissement souverain angolais, José Filomeno dos Santos est accusé avec 3 autres complices, dont l'ancien gouverneur de la Banque centrale Walter Felipe da Silva, de détournement de fonds et de blanchiment d'argent. La justice leur reproche d'avoir élaboré une gigantesque fraude qui lui aurait permis de détourner jusqu'à 1,5 milliard de dollars, soit environ 650 milliards de francs CFA. Surnommé Zedou, le fils de l'ex-chef de l'État, avait été placé en détention provisoire en septembre 2018 et remis en liberté sous contrôle judiciaire en mars dernier jusqu'à son procès. José Filomeno dos Santos avait été nommé en 2013 par son père à la tête du fonds souverain, chargé notamment d'investir les importants revenus pétroliers du pays. Il avait été limogé de son poste en janvier 2018, quelques mois seulement après l'arrivée au pouvoir de João Lourenço.
Du sport, avant de mettre un terme à cette édition d'information, nous allons tout droit dans la province du Wellington où l'association des anciens footballeurs du canton Nkié qui vient d'organiser le tournoi de foot Nkié 2019 à Oyem. Le FC Toulon s'adjuge la première édition au détriment du Minkaga, score final 1-0. FC Toulon contre Minkaga, c'est l'affiche finale de la première édition du tournoi de foot qui est 2019 à OIM. Durant près de 2 semaines, 12 équipes ont apporté de la chaleur au canton Nkié pour chasser l'oisiveté des vacances. Tout part d'un constat, on se rend compte que les jeunes sont un peu dispersés. Les vacances se passent, on ne sait pas où ils vont. Vous regardez, les terrains de football sont libres, on se demande où sont ces jeunes. Et on pense que le fait de ne pas avoir d'activité, ça fait partie ça encourage la délinquance juvénile. C'est la raison pour laquelle lorsque l'association des anciens footballeurs du canton a appelé les Réseaux du Cœur, les Réseaux du Cœur ont sauté sur l'occasion en se disant il s'agit d'une compétition qui va être organisée dans tout le canton. 4 stades mobilisés, 12 équipes de football, on ne peut pas manquer une telle occasion. Les jeunes ne viennent plus dans leur village, il y a de l'exode rural. Et aujourd'hui, vous allez remarquer, il y a l'engouement parce que depuis le 16 août, nous avons démarré la fête. Donc c'est pourquoi vous voyez du monde. L'acte final aura été très engagé avec des actions et du rythme, du vrai football amateur pour le plaisir des yeux des spectateurs venus nombreux. FC Toulon Noir aura le dernier mot dans cette confrontation en s'imposant 1-0. Le tournoi était beau, avec les difficultés qu'on a eu, mais au moins le tournoi était beau. Mais moi, on espère que la deuxième édition pourra pouvoir s'améliorer. On a aimé le tournoi, avec des difficultés bien d'autres, mais au moins on a aimé. Le clou du spectacle, avec la remise des récompenses individuelles et collectives aux plus méritants dans une atmosphère électrique. Voilà, Madame, Messieurs, qui vient mettre un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 23h. Retrouvez Janice Ondongema. Moi, je vous dis au revoir et à demain, 20h.